Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Non. Ben voilà. Le groupe Bilderberg réunit de manière annuelle, comme Davos, lors d'un meeting, 120 personnes, une centaine de personnes, et les participants sont des ministres, des dirigeants de multinationales, des dirigeants d'organisations internationales. Madame, Monsieur, bonsoir. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. C'est pas une question de décision vraiment formelle, ce sont plutôt des discussions qui font que ces gens-là ont du pouvoir en dehors de ces cercles-là. Ils sont déjà des positions de pouvoir, et donc effectivement, il y a des influences qui s'opèrent. Vous connaissez ça, vous? Non. Non, ben voilà. Je connais Davos, en direct, je connais la continentale, je connais Davos, mais je connais pas... En tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'irai rien. C'est une invention d'un téléspectateur. Vous voulez vérifier qu'on teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. C'est possible, vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question, ce qui là pour le coup est une grande intelligence, enfin ça m'arrange. Question conspirationniste. Ah, conspirationniste. Non mais, alors, ça fait partie la trilatérale. Oui, la trilatérale. Et Bilderberg. Je pense qu'il n'y a pas de 10% des gens qui savent ce que c'est. Est-ce que vous avez vu Bill Clinton? Non, non, non. La reine Béatrix? Je n'ai vu personne. Est-ce que c'est la voiture de Bill Clinton? Ah non, pas du tout. Non, non. Celle de la reine Béatrix? Non plus. La voiture de qui? Non plus. C'est la voiture de M. Strauss-Kahn. Hein. Mais voilà, le chauffeur de la reine. C'est vous alors, le chauffeur de la reine Béatrix? Non. Et pourtant, regardez qui est au volant de cette limousine, c'est bien notre homme. Il nous faudra patienter quelques minutes, et voilà Béatrix, reine des Pays-Bas, en personne. C'est que cette réunion, ici à Genval, est secrète. Je dirais même plus, ultra secrète. Les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde, politique, finance, mondialisation ou élections américaines, tout est passé en revue. Les membres du groupe, baptisé groupe Bilderberg, s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui était décidé. Mais ça, normalement, cela ne doit pas se savoir. Et derrière les travaux, ça donne quoi? Ça sert à quoi? Rien. On discute et ça sert à quoi derrière? Il n'y a pas de décision qui sont prises? Aucune. Aucune. Ça sert à chacun. Donc il ne faut pas voir la trace de la main occulte, sans jeu de mots. Où se prennent vraiment ces décisions? Quand on lit votre livre, on apprend qu'il existe notamment deux cercles dont vous parlez, la commission trilatérale et le groupe Bilderberg. C'est ça le grand complot international qui a lieu dans ces conférences. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, politiques, financiers, et qu'on ait le sentiment, nous, les humbles, les sans grades, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est dirigé d'en haut. Côté belge, c'est Étienne Davignon et Maurice Lippens qui sont présents. On sait que la reine Béatrix des Pays-Bas est là. Est-ce que Bill Clinton va venir? Je suis pas au courant, j'ai pas vu ces personnes-là. Comment les Mr. Prime Minister? Bonjour Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues? Comment s'est passée cette réunion? Je suis censé faire beaucoup de commentaires. Mais très bien. Très bien, c'était positif? On s'est engagé à ne rien dire. On sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus... Non, franchement, je peux pas. Bonne chance. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfenson, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Soros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde, tout cela à deux pas de chez vous. Il dirige rien politique, du tout. financier, il dirige rien du tout. Par exemple, vous ne pensez pas que ça fait une influence? Par exemple, Herman Van Rompuy, qui est président de l'Union européenne, a été reçu par ce groupe 4 jours avant. Et après, il était nommé président de l'Union européenne, mais il n'y avait que RTL qui avait rapporté ça. Est-ce que vous pensez que ce groupe peut avoir un effet sur... Oui. Non. Vous pensez que c'est juste une coïncidence? Non, je pense que les chefs d'État sont déterminés en fonction
leurs propres critères, avec leurs propres exigences. Je ne crois pas du tout que ce type d'institution ait une influence déterminante sur les grands choix diplomatiques européens ou autres d'ailleurs. Il y a un temps pour tout. Et Bilderberg, pas un mot d'ailleurs. Mais c'est la même chose. Ah bon, c'est exactement la même chose. Ah, dis donc, tu fais partie de beaucoup de clubs. Non, je ne fais pas... Je n'appartiens pas à ces clubs, j'ai été invité et j'y suis allé avec plaisir. Angela Merkel a été reçue à ce groupe 1 an avant d'être chancelière. Pareil pour Lionel Jospin, 1 an avant d'être Premier ministre. Vous pensez que c'est eux qui font et qui défendent? Coïncidence est troublante quand même. Il y a beaucoup de coïncidences dans la vie. Vous la reprendrez en vieillissant. Vous savez ce qui se passe? Non, pas exactement, je suppose, c'est le foot qui arrive. Euro 2000. Euro 2000, voilà, c'est ça. Comme quoi parfois, un secret peut être presque bien gardé. Écoute, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, il va falloir que tu m'écoutes. Ça oui, il le faut, parce que tu ignores l'énormité de la situation dans laquelle on est. Je t'écoute. Le 29 mai 1954, un consortium de banquiers, d'industriels, de chefs d'entreprise et de politiciens s'est réuni pendant plus de 3 jours à l'hôtel Bilderberg, qui est à Oosterbeek, en Hollande. Ils ont élaboré un plan pour maintenir le statu quo. L'état de fait actuel, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Des riches de plus en plus riches. À force de l'entendre, on pourrait crier au cliché. Sauf qu'année après année, les chiffres ne cessent de le prouver. Les inégalités se creusent de plus en plus entre les riches et les plus démunis en France. Près de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Un constat alarmant que nous révèle une étude de l'INSEE menée avant la crise. On en a plein le cul de ces mecs qui s'en mettent plein les poches, qui creusent un écart qui est inadmissible, qui en plus ne nous écoutent pas. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'on bosse pour eux, se partagent les bénéfices et nous ensuite ils nous mettent dehors. On n'arrive pas à obtenir de Bercy le taux d'imposition réel des entreprises françaises. Combien elles payent vraiment d'impôts par rapport aux profits qu'elles font? C'est une donnée secrète. En France, c'est pratiquement du secret défense. Personne ne le sait. Pourquoi? Parce que je pense que si on connaissait ce chiffre, on serait tellement horrifié de voir que les multinationales payent si peu d'impôts que ça créerait du remue-ménage politique et citoyen extrêmement fort. Monsieur Attali, dans vos thèmes, il y en avait 7. Moi, il n'y en a qu'un qui m'inspire depuis 7 mois, que je n'avais pas au fond de moi-même il y a 7 mois. C'est l'esprit révolutionnaire. Et je crois que la seule solution, ça va être d'attraper tous ces enfoirés qui nous ont foutus dans la merde depuis des années. Tous les gens qui nous racontent des bobards, les économistes, les têtes pensantes qui nous racontent des bobards depuis des années. On en a plein le cul de tout ça. On en a marre d'entendre des gens qui viennent nous dire « Écoutez-nous, faites-nous confiance, on sait tout ». On en a marre de ça. On n'en peut plus de ça. On n'a plus confiance en vous. On veut plus vous filer notre avenir en main. Nous, le peuple. Sous leurs ordres, la CIA a introduit des scientifiques nazis aux États-Unis pour travailler avec l'armée américaine à Caspan sur le développement d'une micropuce de pistage intra-épidermique. C'est une micropuce électronique, tu vois, qui devait être implantée sous la peau de chaque être humain né ou à naître sur cette planète. Ça ressemble à de la fiction et pourtant, c'est bel et bien réel. Aux États-Unis à présent, une expérience étonnante sur le plan technique, mais qui pose des problèmes éthiques. Des puces électroniques placées sous la peau de cobayes humains permettent d'accéder à leur dossier médical. Pour lire son dossier médical, il suffit d'approcher un scanner de la puce. Mais un instrument très puissant est capable de le lire à votre insu. Un voisin, un agent d'assurance pourrait connaître tous vos petits secrets en vous traquant discrètement. Le patron des lieux propose à ses clients un cocktail inédit en Europe, quelques glaçons, un doigt de whisky et une puce électronique insérée sous la peau pour régler la note. En tant que commercial, Sergio Galvan a tout intérêt à faire peur. Tout le marketing de sa société est basé sur la crainte d'être enlevé. Son produit phare, cette micropuce. En fait, un émetteur miniaturisé relié à un boîtier GPS qui permet d'en suivre le porteur par satellite. 2020, l'utilisateur promène une puce One ID. Jusqu'à présent, ce genre de puce était réservé en Europe au contrôle des animaux d'élevage. 2030, l'utilisateur et son avatar ne font plus qu'un. La puce One ID est implantée à la naissance. Elle constitue l'état civil électronique de l'utilisateur. On peut utiliser la même technologie pour l'installer sur son animal domestique et le suivre à la trace. Ou pour contrôler l'accès à un bâtiment, seules les personnes équipées rentreraient. Ça fait peur.